À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les effets personnels de Hitler se retrouvèrent dispersés entre ses résidences, son bunker à Berlin et les lieux où il avait passé ses derniers jours. Beaucoup de ces objets furent pris par des soldats alliés, d'autres finirent dans des musées, certains furent détruits et plusieurs restent portés disparus. Chaque objet portait une histoire qui parlait de sa routine, de ses goûts ou de ses idées. Des simples outils de bureau aux cadeaux personnels ou aux articles de propagande, ces éléments passèrent entre des mains civiles ou étatiques, presque toujours sans plan officiel. Certains furent mis aux enchères des années plus tard, d'autres conservés comme souvenirs ou preuves. Ce qui semblait banal acquit de l'importance simplement parce qu'il avait été en sa proximité. Au fil du temps, chercheurs, collectionneurs et musées ont suivi la trace de ces pièces. Les livres qui documentent ces cas permettent de comprendre non seulement quels étaient ces objets, mais aussi où ils ont fini et ce qu'il en a été fait. Rien n'a été inventé ni idéalisé. Tout ce qui est inclus a réellement existé. Quels furent certains de ces objets et que leur est-il arrivé après la guerre? La boîte d'aquarelle qu'Hitler utilisait avant de devenir dictateur. Cette boîte métallique cabossée et recouverte d'émail, contenant des aquarelles bien entamées, fabriquées en 1910 par l'entreprise Redeker & Hennies de Nuremberg, appartenait à Adolf Hitler. Le correspondant de guerre belge Robert Frankott la retira du tiroir du bureau de Hitler dans son appartement de la Prinzregentenstrasse à Munich, en mai 1945. Elle témoigne d'un aspect peu évoqué de sa vie, son ambition de devenir artiste. Si ce qu'il a écrit dans Mein Kampf est vrai, Hitler décida de se consacrer à l'art à l'âge de 12 ans. Soutenu pleinement par sa mère veuve qui l'adorait, il insistait sur le fait qu'un jour, il serait un peintre reconnu. Il quitta l'école en 1905 pour tenter d'y parvenir. 2 ans plus tard, il partit à Vienne dans l'espoir d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Portant une chemise contenant ses dessins, il était convaincu, d'après ses propres dires, qu'il réussirait l'examen sans problème. Bien que ses toiles soient souvent critiquées, Hitler savait effectivement dessiner avec une certaine technique. Même avant d'arriver à Vienne, il portait toujours son carnet de croquis, dessinant des parties de bâtiments qui lui plaisaient, ou des décors pour les opéras qu'il rêvait d'écrire. Selon son ami d'enfance, Auguste Kubizek, par les journées ensoleillées, il avait l'habitude de s'asseoir sur un banc du Turmleitenweg, à Linz, où il installait une sorte d'atelier en plein air. Il y lisait, dessinait et peignait à l'aquarelle. Quand il quitta Linz pour vivre à Vienne, Hitler était confiant quant à son admission à l'Académie. Il disait avoir été de loin le meilleur en cours de dessin au lycée, et affirmait avoir progressé davantage que la moyenne depuis. Mais il n'eut pas de chance. Bien qu'il ait été autorisé à se présenter à l'examen, les juges rejetèrent ses dessins, les qualifiant de faibles et critiquant le fait qu'il ait inclus trop peu de visages. Fâché, il tenta à nouveau l'année suivante, mais cette fois, on ne lui permit même pas de passer l'épreuve. Ce second rejet le hanta jusqu'à la fin de ses jours. Dans les années qui suivirent, Hitler survécut avec le peu qu'il gagnait en vendant des dessins, d'abord à Vienne, puis à Munich. Il affirmait avoir peint entre 700 et 800 œuvres qu'il vendait pour environ 5 marks chacune. Sa manière de peindre était simple, directe et fondée sur le réel. Ses sujets étaient presque toujours des bâtiments, des fleurs ou des paysages ouverts. « Je peins ce que les gens veulent », déclara-t-il un jour. Il accordait une grande attention aux détails, surtout aux éléments architecturaux, mais incluait rarement des personnages, un défaut qui lui avait déjà été reproché. Quand la guerre éclata en 1914, Hitler emmena ses aquarelles sur le front occidental. Il y peignait ce qu'il voyait autour de lui. Le tableau figurant à la page opposée, réalisé en décembre de cette année-là, représente un monastère en ruine après avoir été touché par des bombes à Messine, au sud d'Ypres. On ne sait pas s'il pensait encore à ce moment-là à faire carrière dans l'art ou s'il peignait seulement pour passer le temps. Ce qui est sûr, c'est que pendant sa première permission, il alla à Berlin et visita plusieurs galeries d'art. Bien qu'il ait rêvé un moment de retenter sa chance dans une école d'art après la guerre, la politique finit rapidement par capter tout son intérêt. Dès lors, le dessin fut relégué à de simples gribouillis ou annotations en marge, y compris certains plans architecturaux qui apparaîtraient plus tard dans le projet Germania pour la refonte de Berlin,
voir Esquisse de Germania par Hitler, pages 101 à 102. Même s'il avait cessé de peindre, Hitler imposa son goût dans la culture du régime. Il rejeta la préférence de Goebbels pour l'art moderne et décréta que le style officiel devait être classique, avec des scènes familiales idéalisées dans des tons mièvres. Il soutint des artistes comme le sculpteur Arno Breker, tandis que des créateurs plus novateurs, comme ceux du mouvement Bauhaus, furent expulsés du pays. Les tableaux de Hitler lui-même furent effacés de la mémoire collective. Des personnes de confiance furent envoyées pour les racheter où qu'ils se trouvent. Seuls quelques-uns furent publiés. En 1937, il fut interdit de les exposer. Mais au fil des années, plusieurs réapparurent dans des ventes aux enchères. Certains se vendirent à plus de 100 000 euros. La boîte d'aquarelle, en revanche, fut vendue pour 8 000 euros en 2010. Hitler affirmait que ne pas avoir été admis à l'Académie de Vienne l'avait rendu plus fort. Mais au fond, il ne s'en remit jamais. Ce rejet changea le cours de sa vie. Ce fut le moment où il abandonna ses rêves de peintre et commença à accumuler de la rancœur. Il est impossible de le savoir avec certitude, mais il est probable que cette frustration ait influencé d'une manière ou d'une autre tout ce qui allait suivre. Le drapeau nazi taché de sang qui disparut après la guerre. Si l'on considère le nazisme comme une sorte de religion politique, alors la Blutfahne ou drapeau de sang en était l'un des symboles les plus vénérés. Au départ, il ne s'agissait que d'un drapeau orné de la croix gammée appartenant à la 5e unité des sections d'assaut SA de Munich, connue sous le nom de chemise brune d'Hitler. Mais lors de la tentative de coup d'État ratée en novembre 1923, le drapeau fut taché du sang de 3 morts, Anton Eckenberger, Lorenz Ritter von Stransky-Grippenfeld et Andreas Boriedl. Ils tombèrent lorsque la police bavaroise ouvrit le feu sur les manifestants. Après sa sortie de prison en décembre 1924, Hitler récupéra le drapeau. À partir de ce moment-là, il devint le centre des cérémonies nazies. On y ajouta à son extrémité un nouvel ornement avec la croix gammée et un anneau en argent portant les noms des 3 hommes morts lors du putsch de 1923. Dès lors, il fut présenté dans toutes les grandes manifestations du parti, et Hitler l'utilisait pour toucher d'autres drapeaux nazis, leur conférant ainsi une sorte de bénédiction, et aussi pour sceller le serment des nouveaux membres des SS. Le drapeau de sang fut traité comme une relique sacrée. Lorsqu'il n'était pas utilisé, il était soigneusement conservé dans le vestibule du quartier général du parti nazi, connu sous le nom de Maison Brune à Munich. Son importance était telle qu'un gardien exclusif lui était assigné, un membre sans grande importance des SS nommé Jacob Grimminger, qui portait une moustache en brosse. Sa seule tâche était d'accompagner le drapeau à chaque cérémonie à travers le pays. Grimminger apparaît sur une carte postale de propagande de 1937, abaissant le drapeau de sang devant l'un des bûchers allumés face à la Feldherrnhalle à Munich, lieu où avait lieu chaque année la commémoration de la tentative de coup d'État. Sous l'image, on pouvait lire « En mémoire du 9 novembre 1923 ». La dernière fois que le drapeau fut vu remonte à octobre 1944, à Berlin, lors de la cérémonie de serment des premiers membres du Volkssturm. Ce groupe avait été créé comme ultime défense du régime, composé d'adolescents et d'hommes âgés. Après cette cérémonie, le drapeau disparut. Il est possible qu'il ait survécu, peut-être rangé et oublié dans un grenier de quelques quartiers aux États-Unis, emporté par erreur par un soldat en 1945. Mais il est plus probable qu'il ait été détruit lors d'un bombardement allié qui endommagea gravement la Maison Brune en janvier 1945, ou qu'il ait été perdu au milieu du chaos qui suivit la chute du régime nazi. L'assiette décorative qui représentait la maison la plus protégée de Hitler. Il est curieux de constater que lorsque Hitler se rendit pour la première fois à Obersalzberg, c'était à la recherche d'un lieu pour se retirer. Avec le temps, ce refuge et la maison qu'il fit construire là devinrent l'une des adresses les plus connues du Troisième Reich. Il découvrit Obersalzberg en 1923, lorsque son mentor idéologique, l'écrivain nationaliste Dietrich Eckart, s'y cacha pour fuir la police. Hitler le rejoignit dans une pension modeste, sous le faux nom de Monsieur Wolf, et tomba sous le charme du paysage. En 1925, il loua une petite maison rurale appelée Haus Wackenfeld,
Plus tard, grâce aux revenus issus des ventes de Mein Kampf, il acheta la propriété, qu'il transforma ensuite en Berghof. Il déclara par la suite combien cet endroit était important pour lui. Quand je vais à Obersalzberg, ce n'est pas seulement pour la beauté des lieux. Je me sens loin des petites choses, et cela fait mieux fonctionner mon esprit. Si je traite un sujet ailleurs, je le perçois plus confusément. Les détails m'étouffent. Le soir, depuis mon lit, je passe des heures à regarder les montagnes sous la lune, et c'est là que les idées me viennent. Après sa nomination comme chancelier en 1933, cette maison devint peu à peu une sorte de lieu de pèlerinage. D'abord, des gens de la région vinrent, puis d'autres de plus loin, espérant apercevoir le nouveau dirigeant. Dans ces premières années, la sécurité était presque inexistante. Jusqu'en 1936, Hitler se promenait sur les sentiers sans beaucoup d'accompagnement, parfois avec un garde informel. Les randonneurs le saluaient et il leur répondait d'un geste. Mais cela changea. L'endroit devint le centre du culte de sa personnalité, la sécurité fut renforcée, la zone fut clôturée et patrouillée, et les gardes SS organisaient ceux qui s'approchaient pour le saluer. Pour beaucoup de ces visiteurs, un passage à Obersalzberg n'était complet qu'en rapportant un souvenir. L'un des objets typiques était une assiette murale en porcelaine, comme celle représentée à la page précédente. Elle était fabriquée par la maison Rosenthal à Munich, peinte à la main et vernissée, représentant la Haus Wachenfeld dans sa version de 1934, après les premières rénovations qui ajoutèrent un garage et une petite terrasse. En arrière-plan, on distinguait les pics du Reiteralp, et à droite, les basses montagnes de Luntersberg, lieu où, selon la légende, l'empereur Frédéric Barberousse dormait en attendant son retour. Tandis que la maison était immortalisée en porcelaine, la véritable ne cessait d'être transformée. En 1935, Hitler ordonna son agrandissement. Il voulait que le site reflète mieux son image de chef de l'État. La première phase fut achevée en 1936 et elle fut à nouveau agrandie en 1939. Ses invités en restaient impressionnés. Le Premier ministre Neville Chamberlain, le duc et la duchesse de Windsor et l'ancien Premier ministre britannique David Lloyd George visitèrent tous ces vastes salons, la grande terrasse avec vue sur les montagnes et surtout la gigantesque baie vitrée donnant sur la vallée qu'on pouvait ouvrir ou fermer par simple pression d'un bouton. À ce moment-là, le Berghof était déjà le cœur d'une petite ville nazie. Il y avait une caserne avec plus de 2000 soldats ainsi que des maisons pour des hauts dignitaires comme Martin Bormann, Hermann Göring et Albert Speer. La tranquillité d'antan avait complètement disparu. Tout le lieu était entouré d'une double clôture de fils barbelés haute de 2 mètres. Pour y entrer, il fallait franchir 2 contrôles surveillés par les SS. Même les voisins furent expulsés. Bormann, qui était le secrétaire personnel de Hitler et très ambitieux, parvint à s'approprier les terres alentours par des pressions, des paiements forcés ou des menaces d'envoi en camp de concentration. De ce fait, Hitler se retrouva presque reclus lorsqu'il s'y trouvait. L'époque des sourires et des souvenirs appartenait déjà au passé. Comme l'équipe de Hitler et de nombreuses branches du gouvernement l'accompagnaient au Berghof, les travaux de construction continuèrent à un rythme soutenu. Une antenne administrative fut même établie dans la vallée, à Stangas. Hitler passait de longues périodes à la montagne, entouré de ses plus proches collaborateurs et de visiteurs de haut niveau. C'est là que furent prises des décisions clés, comme la signature du pacte avec l'URSS en 1939 ou l'attaque contre l'Union soviétique en 1941. Obersalzberg devint presque une capitale alternative du régime. Vers la fin de la guerre, des tunnels souterrains furent creusés et la zone renforcée contre les bombardements. Ce qui avait été un refuge dans les Alpes devint un chantier permanent, au point que même les habitants commencèrent à en avoir assez. Hitler disait que, lorsque tout serait fini, il voulait s'acheter une petite maison simple, mais cette retraite tranquille n'arriva jamais. En avril 1945, une semaine seulement avant qu'il ne se donne la mort à Berlin, une attaque aérienne britannique frappa Obersalzberg. Une partie du Berghof fut endommagée et de nombreuses zones du complexe furent détruites. Ensuite, dans le chaos de l'effondrement, les SS eux-mêmes mirent le feu au site. Peu après, la 101e division aéroportée des États-Unis arriva et le pilla entièrement. En 1952, ce qu'il restait du Berghof fut démoli à l'explosif sur ordre du gouvernement bavarois, afin d'éviter qu'il ne devienne un lieu de culte néo-nazi. Aujourd'hui,
Il ne subsiste qu'un mur de béton couvert de mousse, perdu entre les arbres et les vestiges de la forêt. L'étui de rouge à lèvres qu'Eva Braun laissa dans le bunker. Eva Braun fut une figure clé dans l'histoire du Troisième Reich. Elle fut la compagne sentimentale et l'accompagnatrice de Hitler pendant plus de 10 ans. Ils se rencontrèrent en 1929, alors qu'elle travaillait comme assistante dans le studio photographique de Heinrich Hoffmann à Munich. 3 ans plus tard, elle entama une relation qui marquerait toute sa vie. À la fin, elle partagea sa mort avec lui, se donnant la mort aux côtés de son mari le 30 avril 1945 dans le bunker de la chancellerie du Reich. Sa jeunesse fut très ordinaire. Née en 1912 dans une famille de classe moyenne de Munich, elle fit ses études dans un collège catholique, obtenant des résultats moyens. Plus tard, elle trouva un emploi chez Hoffmann, le photographe personnel de Hitler. Blonde, aux yeux bleus, elle avait une apparence remarquable. Hoffmann disait qu'elle ressemblait à une poupée. Elle était joyeuse, aimait s'amuser et avait une attitude légère, même si elle restait globalement une jeune femme banale. Albert Speer affirma un jour que, plus tard, les historiens seraient déçus par elle. Son lien avec Hitler fut en effet étrange, surtout en raison du secret qui l'entourait. Bien qu'il ait commencé vers la fin de 1932, Eva resta totalement reléguée à l'arrière-plan. Contrairement à Jelly Robal, il ne lui était pas permis d'apparaître aux côtés de Hitler en public. Lors des rares fois où elle l'accompagna, comme lors d'un voyage en Italie en 1938, elle fut dissimulée au sein de l'équipe de photographes de Hoffmann. Cette précaution faisait partie du contrôle absolu que Hitler voulait exercer sur son image, notamment après le scandale du suicide de Geli en 1931. C'est pourquoi il répétait qu'il était marié au peuple allemand. Durant les 12 années suivantes, Eva Braun vécut dans l'ombre. Bien qu'elle fût proche du cercle de confiance à Obersalzberg, le public allemand ignorait son existence. Au début, ce rôle ambigu lui pesait. Elle n'était reconnue ni comme épouse, ni comme maîtresse. Peut-être est-ce la raison pour laquelle elle tenta de se suicider 2 fois, en 1932 et en 1935. Dans son journal, le jour de son anniversaire en 1935, elle écrivit « Aujourd'hui, j'ai 23 ans, mais cela ne signifie pas que je sois heureuse. En ce moment, je ne le suis certainement pas. » Avec le temps, elle s'habitua à cette vie cloîtrée aux côtés de Hitler. Bien qu'elle doive disparaître à chaque visite officielle au Berghof, en dehors de ces moments, elle y vivait comme la maîtresse de maison, apportant une ambiance plus détendue. Le personnel d'Obersalzberg se souvenait de sa routine confortable et luxueuse. Elle changeait de tenue plusieurs fois par jour et recevait régulièrement sa coiffeuse. Elle avait aussi l'habitude de promener ses 2 chiens, Négus et Stasi, ou de lire des romans pendant son temps libre. Elle ne manquait de rien. Elle disposait d'un personnel complet d'assistants qui n'avaient pas le droit de prononcer son nom hors de la résidence. Elle était toujours bien habillée et portait souvent les cadeaux reçus de Hitler, montres en or, bijoux et objets décoratifs. Albert Speer lui dessina même un monogramme à ses initiales EB en forme de trèfle, qui fut gravé sur bon nombre de ses affaires. Ce motif apparaît par exemple à l'intérieur d'un étui à rouge à lèvres richement orné, fabriqué en argent italien. Cet étui, comme d'autres objets lui appartenant, fut probablement offert par la suite à un membre du personnel du Berghof. Paradoxalement, Hitler n'appréciait pas vraiment le style flamboyant d'Eva. Il n'aimait pas ses changements de tenue constants et ne comprenait pas son intérêt pour la mode. Il avait une vision très stricte de la beauté et préférait que les femmes soient discrètes, sans trop de maquillage. Un jour, en voyant une serviette tachée de rouge à lèvres, il surprit ses secrétaires avec sa théorie absurde selon laquelle ce type de cosmétique était fabriqué avec la graisse des égouts de Paris. En plus de cela, Hitler avait des idées assez rétrogrades sur les femmes. Bien que cela ne fût pas rare pour l'époque, sa manière de penser n'aurait sans doute pas plu à Eva. Lors d'une conversation, il déclara qu'une femme devait être une chose douce, tendre, naïve et bête. En une autre occasion, il se vanta de ne pas avoir besoin que les femmes soient intelligentes. « J'ai assez d'idées pour nous deux », affirma-t-il. Peut-être trouva-t-il en Eva Braun exactement ce qu'il cherchait, une femme jolie, affectueuse et qui ne le contredisait jamais. La nature exacte du lien entre Hitler et Eva Braun continue d'être analysée par certains historiens.
Certains spéculent sur des détails intimes ou insinuent qu'Eva aurait pu exercer une certaine influence sur les décisions du chef nazi. Mais la conclusion la plus raisonnable semble être la plus simple. Eva Braun n'eut aucun poids politique et sa présence n'eut pas d'impact sur les décisions importantes. Comme l'avait dit Speer, elle fut sans importance sur le plan politique. Qu'elle le veuille ou non, son rôle fut plus décoratif qu'autre chose. Après la mort d'Eva Braun en avril 1945, l'une des secrétaires de Hitler entra dans la chambre du bunker. Parmi les restes de ce qui s'était passé, elle vit sur le sol un petit tube métallique. Par sa forme, il ressemblait à l'un des nombreux étuis à cosmétiques qu'Eva avait l'habitude de garder avec elle. C'était identique à celui qu'elle utilisait pour conserver son rouge à lèvres. Le dessin géant avec lequel Hitler voulait reconstruire Berlin. Au-delà de sa carrière politique destructrice, Hitler a aussi été décrit pendant des années comme un artiste frustré qui trouvait une forme d'échappatoire dans les plans d'architecture, d'abord par l'intermédiaire de Paul Ludwig Troost, puis avec Albert Speer et d'autres collaborateurs. Il canalisa cet élan artistique en dessinant des capitales, des lignes de toit, des entrées et des façades, dans des projets comme la refonte de Linz ou une nouvelle maison d'opéra à Berlin. Mais le croquis présenté ici n'était ni un simple passe-temps, ni un gribouillage isolé. Il faisait partie de quelque chose de bien plus vaste, la refonte totale de Berlin et sa transformation en une nouvelle ville appelée Germania. Le plan reçut le feu vert en 1937, avec Speer à la tête du projet. Dès le départ, l'idée ne manquait pas d'ambition. Elle proposait de réorganiser complètement Berlin, avec 2 grandes avenues se croisant, de nouvelles gares, des quartiers entiers, des aéroports, des espaces verts, et même l'élimination des plantes non indigènes. Lorsque le père de Speer vit les plans, il déclara simplement « Vous êtes devenus complètement fous ». Les 2 avenues principales, l'une allant d'est en ouest, l'autre du nord au sud, devaient constituer l'axe des bâtiments les plus emblématiques de Germania. Selon Hitler, ces constructions devaient susciter un sentiment de grandeur chez les Allemands et incarner la gloire du pays pour les générations futures. Parmi elles figurait la grande salle, qui devait dépasser les 300 mètres de hauteur et accueillir 180 000 membres du parti. Il y avait aussi le cirque, une fontaine de 200 mètres de diamètre, ornée de statues en bronze et d'une figure centrale représentant Apollon. Le point central du projet était l'Arc de Triomphe, que l'on peut voir sur le dessin original réalisé par Hitler. Speer se souvenait que cet arc était l'exemple le plus frappant des fantasmes architecturaux de Hitler, immense par sa taille, excessif dans son ambition. Bien qu'il ait tenté d'en modifier le design pour le rendre plus réaliste, il finit par capituler. Le dessin était de Hitler. Speer le savait et le refléta dans les plans finaux à l'aide d'une fausse signature. Au lieu de signer, il écrivit XX, sachant que tout le monde comprendrait qui était l'auteur anonyme du croquis. Cet arc devait être un monument à la mémoire des soldats allemands morts pendant la Première Guerre mondiale. 1 800 000 noms devaient y être gravés sur 75 plaques géantes de marbre. Les dimensions étaient si extravagantes que l'Arc de Triomphe de Paris aurait pu tenir sans problème dans l'ouverture centrale de 80 mètres de large. Pour donner une idée de l'échelle, dans la partie inférieure droite du dessin, Hitler traça quelques traits minuscules pour représenter des personnes. L'arc était si monumental que l'on commença à douter de la faisabilité physique de sa construction. Dans une zone du sud de Berlin, près de l'endroit où il devait s'élever, un test fut réalisé. Un bloc de béton massif de 12 600 tonnes, appelé Schwerbelastungskörper, ou corps de charge lourde. Ce bloc était équipé de capteurs pour déterminer si le sol de Berlin pouvait supporter un poids aussi énorme. Il ne fut jamais clairement établi si les données issues de cette expérience auraient suffi à interrompre le projet ou à faire changer d'avis Hitler. Ce qui l'arrêta vraiment fut la guerre. En 1943, le plan Germania fut officiellement abandonné. Presque rien n'avait été réalisé. Le bloc de béton, en revanche, ne fut pas détruit. Il était trop massif. Il se trouve encore là aujourd'hui, taché par la pluie, usé par le temps. C'est l'un des rares vestiges physiques de l'obsession de Hitler pour la construction d'un symbole éternel. La voiture blindée de Hitler retrouvée par les soldats. Hitler a toujours montré une obsession marquée pour les voitures, en particulier celles fabriquées par Mercedes-Benz. Cette connexion remonte à ses débuts. En 1924, alors qu'il était encore emprisonné à Landsberg,
Il commanda une Mercedes à moteur suralimenté, probablement un modèle 2400. À sa sortie de prison, il l'acheta pour une somme énorme à l'époque, 26 000 marks du Reich. Au fil des années suivantes, il ajouta d'autres véhicules à sa collection. Il lisait attentivement les catalogues automobiles et se tenait au courant de toutes les nouveautés techniques. Il prétendait même avoir envoyé des croquis à Mercedes-Benz, affirmant que certaines idées de design leur étaient dues. En 1931, il reçut un modèle haut de gamme, la Mercedes-Benz 770, avec moteur 8 cylindres et 7,7 litres. À l'époque, c'était la voiture la plus chère proposée par l'entreprise. Elle lui fut livrée en personne par le pilote Rudolf Caracciola. Mercedes voulait satisfaire ce client en pleine ascension. Bien qu'il sût conduire, Hitler ne prenait jamais le volant. Il disait que, s'il avait un accident, ce serait un problème politique. C'est pourquoi il voyageait toujours avec des chauffeurs, qui faisaient également office de garde du corps. Avant son arrivée au pouvoir, il parcourait l'Allemagne dans ses véhicules, assis à côté du conducteur, carte en main, totalisant des milliers de kilomètres. En 1942, il déclara « J'aime les voitures. Certains des meilleurs moments de ma vie, je les ai vécus dans une voiture. » Lorsqu'il prit le pouvoir en 1933, sa flotte s'agrandit sans limite. En 1935, 4 véhicules étaient assignés à son équipe de sécurité. L'année suivante, ils étaient déjà 8. Au total, la chancellerie commanda plus de 60 véhicules à Mercedes-Benz. Parmi tous ces modèles, le plus extrême fut la Mercedes-Benz 770 W150. La première lui fut livrée en avril 1939. C'était une version améliorée du modèle précédent, avec freins hydrauliques et suspensions renforcées. Mais les voitures de Hitler avaient des équipements spéciaux. Vitres pare-balles de 40 mm, portes en acier de 18 mm, pneus renforcés et planchers protégés par une plaque d'acier de 10 mm. L'objectif était de résister à des tirs d'armes légères, voire à des explosifs allant jusqu'à un demi-kilo. Tout ce blindage faisait que la voiture pesait plus de 5 tonnes. Elle ne faisait que 6 miles par gallon d'essence. Malgré cela, Hitler en fut ravi. Lorsqu'il vit le premier modèle, il déclara « Désormais, je n'utiliserai que cette voiture ». Il l'appréciait tellement qu'il en fit fabriquer d'autres pour les offrir à ses alliés. 10 exemplaires seulement furent produits, remis à des dirigeants comme Mannerheim en Finlande, Antonescu en Roumanie, Quisling en Norvège, Franco en Espagne et le roi Boris de Bulgarie. Malgré ces paroles, Hitler n'utilisait pas toujours ce modèle. Il voyageait aussi dans d'autres 540 000 blindés du parc officiel. À chacune de ses sorties publiques, il circulait en convoi. Une voiture ouvrait la voie, une autre était la sienne, et les suivantes transportèrent ses gardes. En 1938, un observateur britannique écrivit « La file de Mercedes noires avançant était inquiétante. Elles étaient armées de mitrailleuses et empêchaient quiconque de s'approcher. » Cependant, il n'était pas certain que ces voitures offraient une véritable protection. Beaucoup étaient décapotables, et Hitler avait l'habitude de se tenir debout sur le siège passager pour saluer. Dans ces conditions, n'importe qui armé pouvait l'atteindre. Pour lui, il était plus important d'être vu que d'être protégé. Après l'effondrement du régime en 1945, l'une de ces Mercedes-Benz 770 IDW 150 fut retrouvée dans le sud de l'Allemagne, près de Salzbourg. Les troupes américaines de la 20e division blindée la découvrirent sur un wagon ferroviaire, tout près du Berghof, la résidence alpine de Hitler. La voiture avait reçu des impacts de balles et présentait des dommages visibles, mais elle fonctionnait encore. Elle fut repeinte aux couleurs militaires et utilisée pour transporter des officiers de l'armée américaine. Cette même année, la voiture traversa l'Atlantique en direction des États-Unis, où elle servit dans des campagnes de vente d'obligations de guerre. En 1956, elle fut mise aux enchères comme surplus militaire dans le Maryland. Un collectionneur canadien l'acheta pour 725 $ et l'emmena à Toronto. Elle y fut restaurée, avec toutefois quelques erreurs. Une lumière centrale fut ajoutée, bien qu'elle ne fasse pas partie du design original. En 1970, le véhicule entra dans la collection du Musée canadien de la guerre à Ottawa. Au départ, on croyait qu'il avait appartenu à Hermann Göring. Mais dans les années 80, un chercheur du musée, Ludwig Koch, consulta le numéro de série et le compara aux archives de Daimler-Benz.
Il découvrit que cette voiture avait été livrée directement à la chancellerie du Reich le 8 juillet 1940. Elle était destinée à l'usage exclusif de Hitler. Cette preuve permit de corriger des années de confusion. La voiture n'était pas celle de Göring, c'était l'une des voitures blindées utilisées par Hitler pendant le Troisième Reich. Depuis lors, le musée la conserve comme l'une de ses pièces maîtresses. Elle est encore exposée aujourd'hui, avec toute son histoire documentée. Le globe de Hitler qu'un soldat emporta comme souvenir. En mai 1945, alors que les Alliés avançaient sur ce qu'il restait du Troisième Reich, un soldat américain pénétra dans la résidence alpine de Hitler, le Berghof. Là, dans l'une des pièces, il trouva un globe terrestre de bureau, posé sur un meuble à côté d'une chaise en bois. Sans hésiter, il le prit comme souvenir. Ce globe n'était pas un simple objet décoratif. Il faisait partie de l'environnement de travail de Hitler et avait été utilisé par lui pour étudier des cartes, analyser des campagnes et examiner des itinéraires. Le soldat s'appelait John Barsamian, vétéran de l'armée des États-Unis. Il avait 91 ans lorsqu'il raconta son histoire. Il avait conservé le globe pendant des décennies avant de décider de le vendre aux enchères en raison de son âge avancé. L'objet était resté dans sa maison, témoin silencieux de son passage dans l'histoire, jusqu'à ce qu'il s'en sépare. L'acheteur fut Robert Pritikin, un ancien publicitaire de 78 ans et ami du vétéran. Il paya 100 000 $, plus 15% de commission à la maison de vente, ce qui porta le total à 115 000 $. Pour Pritikin, ce n'était pas un simple achat. C'était une pièce directe d'une des périodes les plus sombres du XXe siècle. Selon son assistant, Matthew Davis, ce qui rendait l'objet précieux, ce n'était pas le globe lui-même, mais la personne qui l'avait utilisé. Ce détail changeait entièrement sa valeur. Le modèle était courant à l'époque, mais le fait qu'il ait appartenu à Hitler le rendait unique. Pendant le Troisième Reich, Hitler utilisait régulièrement ce type de globe pour visualiser ses campagnes militaires. Il en possédait plusieurs, aussi bien au Berghof qu'à la chancellerie. Il aimait les faire tourner à la main, indiquer des zones avec le doigt et faire des commentaires sur les territoires qu'il voulait conquérir ou contrôler. Même s'il travaillait souvent avec des cartes déployées sur la table, le globe était plus pratique pour avoir une vue d'ensemble de l'Europe et comparer les emplacements à grande échelle. Ses assistants savaient qu'il s'en servait pour planifier et pour faire des démonstrations improvisées à ses visiteurs. Le globe n'était pas de grande taille. Il avait une base en bois et un anneau métallique soutenant la sphère. Les noms des pays et des villes étaient en allemand et il montrait les frontières telles qu'elles étaient connues avant 1939. Certains détails étaient déjà obsolètes à la fin de la guerre, mais Hitler continuait à l'utiliser comme référence générale. Il le consultait surtout pendant ses séjours au Berghof, lorsqu'il recevait des chefs d'État, des généraux ou des alliés politiques. Là, au cœur du décor alpin, le globe servait à la fois d'outil et de symbole de son ambition territoriale. L'existence de cet objet fut rendue publique lorsque la maison de vente l'annonça comme le globe du Berghof. Certains doutèrent de son authenticité, mais le témoignage de Barsamian et les documents de provenance l'accréditaient. Le vétéran avait pris l'objet directement dans la résidence de Hitler en 1945. Il faisait partie du personnel militaire américain arrivé sur les lieux après la reddition allemande. Le Berghof avait été abandonné et pillé. De nombreux objets furent emportés par des soldats comme trophées personnels. Certains disparurent sans laisser de traces. D'autres, comme ce globe, réapparurent des décennies plus tard. Pendant des années, Barsamian le garda dans son salon, sans y accorder trop d'importance. Ce n'est que dans ces dernières années qu'il décida de le vendre. Son état était acceptable. La base portait les marques du temps, mais la sphère était intacte. Il ne portait ni signature ni marque spéciale, mais présentait des signes d'usage. Selon les experts, cela correspondait à d'autres objets reconnus comme authentiques. Ce n'était pas le seul globe associé à Hitler à avoir circulé après la guerre. 2 autres exemplaires lui ont été attribués. L'un fut vendu lors d'une précédente vente à Londres et l'autre est exposé dans un musée militaire à Washington. Mais celui que Barsamian conserva pendant plus d'un demi-siècle est le seul dont la provenance soit documentée directement depuis le Berghof, ce qui en fait l'un des objets les plus vérifiables. L'intérêt pour ce genre d'objet n'est pas nouveau. Depuis la fin de la guerre, de nombreuses possessions de Hitler ont été recherchées, achetées ou étudiées. Certaines sont entre des mains privées, d'autres dans des musées, d'autres encore ont disparu ou été détruites. Ce qui est certain,
c'est que tout objet ayant été proche de lui, même s'il n'est ni luxueux ni unique, suscite de l'attention. Non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. Dans ce cas, un simple globe devient témoin de pouvoir, de propagande et de guerre. Aujourd'hui, le globe terrestre du Berghof fait partie d'une collection privée. Pritikin le conserve comme un objet historique. Il ne l'expose pas publiquement, mais a autorisé sa documentation et sa photographie. Selon ses propres mots, ce n'est pas un hommage, mais une façon de se souvenir de ce qui s'est passé. Pour lui, conserver le globe ne revient pas à admirer son ancien propriétaire, mais à mieux comprendre comment il pensait. Cet objet résume bien la contradiction entourant de nombreux souvenirs du Troisième Reich, des pièces banales qui, parce qu'elles sont liées à Hitler, deviennent troublantes, précieuses ou dangereuses, selon le contexte. Le globe a survécu à la chute du régime, au pillage, à la poussière des années, et a refait surface comme pièce historique. Il ne dit rien par lui-même, mais il montre que même les objets muets ont une mémoire. Le téléphone rouge avec lequel Hitler donna ses derniers ordres. Dans les derniers jours du régime nazi, alors que Berlin s'effondrait sous l'avancée soviétique, Hitler se réfugia dans son bunker souterrain. À 8 mètres sous terre, entre des murs de béton armés, il passait ses journées à donner des ordres, recevoir des rapports et s'isoler de l'effondrement de son empire. Dans cet espace clos et sombre, l'un des objets qu'il utilisa le plus fut un téléphone en bakélite rouge. Il était posé sur un bureau à côté de sa chaise habituelle, et c'était l'appareil depuis lequel il parlait à ses généraux, ses assistants et parfois à ses alliés. Ce téléphone, fabriqué par Siemens, portait à l'arrière l'insigne de l'aigle nazi accompagné de la croix gammée. Son apparence était simple, mais sa portée symbolique et opérationnelle était immense. Il s'agissait d'une ligne directe avec l'extérieur, les bureaux du haut commandement, les centres de défense et les refuges des principaux dirigeants. C'est depuis ce téléphone que Hitler donna nombre de ses derniers ordres, des mouvements impossibles, des défenses imaginaires, des instructions irréalisables, mais qui continuaient à être transmises jusqu'au bout. Lorsque l'armée rouge prit Berlin en mai 1945, plusieurs soldats pénétrèrent dans le bunker. Ils y trouvèrent des documents, du mobilier, des restes calcinés, et parmi tout cela, le téléphone. L'un des premiers officiers à l'apercevoir fut un commandant soviétique. Mais quelques jours plus tard, les vestiges du bunker passèrent sous la garde des forces britanniques. C'est à ce moment-là que le téléphone tomba entre les mains d'un officier britannique, le brigadier Ralph Rainer, alors présent en Allemagne dans le cadre d'une mission de liaison. Rainer reçut l'objet comme un cadeau de l'armée rouge. On le remonta à la surface et on le lui remit comme trophée de guerre. Personne, à ce moment-là, n'imaginait que cet appareil survivrait des décennies, ni qu'il deviendrait l'un des objets les plus emblématiques du bunker de Hitler. Rainer le rapporta en Angleterre et le conserva dans sa maison de campagne, gardé comme une relique de son passage dans l'histoire. Il y resta pendant plus de 70 ans, jusqu'à ce que sa famille décide de le vendre. En 2017, le téléphone fut mis aux enchères aux États-Unis. La maison de vente le présenta comme le téléphone de Hitler du bunker de Berlin, accompagné de documents confirmant son origine. L'objet comprenait une lettre de Rainer lui-même, dans laquelle il racontait comment il avait reçu l'objet et comment il avait été présent sur le lieu de sa découverte. Il y avait également des photographies du téléphone dans sa maison et des documents douaniers concernant son transfert depuis l'Allemagne. Le téléphone fut vendu à un acheteur privé pour la somme de 243 000 $, devenant ainsi l'un des objets les plus chers liés au régime nazi. Certains remirent en question l'éthique de la vente de ce type d'objet, mais la maison de vente soutint qu'il s'agissait d'histoire, non de propagande. L'objet, disait-il, parlait de lui-même. Il ne glorifiait rien, mais montrait le lien direct entre un chef et ses décisions. Le design de l'appareil était courant pour l'époque. La bakélite rouge était bien conservée, bien qu'elle portât des marques d'usage et du temps. Le combiné était d'origine, tout comme le câble torsadé. À la base, les gravures du Troisième Reich étaient encore visibles, et il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait d'un téléphone militaire, adapté à un usage interne par des hauts gradés. Son lien direct avec le bunker et avec Hitler était soutenu par le témoignage de Rainer et par des spécialistes ayant analysé la pièce. Au fil des années, plusieurs téléphones furent attribués à Hitler. Certains se trouvaient à la chancellerie du Reich, d'autres dans des trains spéciaux ou des résidences comme le Berghof.
Mais celui-ci, en particulier, était celui qu'il utilisa dans ses derniers jours, quand il ne restait plus assez de troupes, plus d'espoir ni de marge pour négocier. Depuis cet appareil, il ordonna de résister à tout prix, même lorsque les rues de Berlin étaient occupées et que le bruit des tirs atteignait la porte du refuge. Le téléphone devint un symbole, non pas pour sa technologie, mais pour les décisions qui y furent prises. Depuis cet appareil, il ordonna d'exécuter des déserteurs, de déplacer des unités qui n'existaient plus, de rejeter toute négociation. Il représenta la voie finale d'un régime refusant de capituler, même lorsque tout était perdu. Cet objet, simple en apparence, incarne une connexion directe avec le pouvoir absolu, isolé et en chute libre. Après la vente, le nouveau propriétaire décida de le conserver au sein d'une collection privée. Il n'est pas exposé au public, mais on a autorisé sa photographie, son étude et sa documentation par des experts en histoire militaire. Son existence a rouvert le débat sur le sort à réserver à ce type d'objets. Faut-il les exposer dans des musées, les garder dans des collections privées ou les retirer complètement de la circulation? Pour les historiens, ce téléphone a une valeur précise. Il montre que Hitler continua à donner des ordres jusqu'au dernier moment. Il ne lâcha pas le contrôle, même lorsqu'il était évident que tout était fini. Il conserva le téléphone à portée de main comme un moyen de maintenir le commandement. Bien qu'il n'y ait plus de vraies options, il continuait à parler, comme s'il dirigeait encore une armée entière. Les vestiges du bunker ont été scellés au fil du temps. Aujourd'hui, un parking occupe cet emplacement. Une simple plaque discrète rappelle que le régime nazi s'est terminé à cet endroit. Mais le téléphone a survécu. Il a été retrouvé, conservé, vendu, et il fait désormais partie des archives matérielles de l'histoire. Ce n'est pas un objet neutre. C'est un instrument qui fut au cœur d'une chaîne de décision ayant marqué toute l'Europe. Pour beaucoup, voir ce téléphone, c'est voir le dernier fil du pouvoir de Hitler. Il n'a ni ornement, ni luxe. Il est rouge, lourd, marqué des symboles d'un régime défait. Mais il représente l'idée de contrôle total jusqu'à la dernière minute. C'est pourquoi le conserver n'est pas un geste de nostalgie, mais un avertissement. Rappelez que même les objets les plus simples peuvent porter le poids de décisions qui ont changé le monde. Le testament de Hitler. Le matin du 29 avril 1945, alors que les tirs de l'armée soviétique se faisaient déjà entendre à quelques mètres du bunker, Hitler demanda du papier, de l'encre et une secrétaire. Il voulait mettre par écrit ses dernières décisions avant de mourir. Il le fit depuis son bureau souterrain, la même où il avait passé les derniers mois, réfugié face à la défaite. Il appela sa dactylographe de confiance, Traudl Jung, et lui dicta ce qui deviendrait son testament politique et son testament personnel. Le document se composait de 2 parties. Dans la première, Hitler expliquait pourquoi il ne se rendrait pas. Il affirmait préférer mourir plutôt que d'être capturé par les soviétiques. Il soutenait que sa mort était un moyen d'éviter de tomber entre les mains de ses ennemis et il imputait l'effondrement de l'Allemagne aux Juifs. Il nommait aussi ses successeurs, Karl Dönitz en tant que chef de l'État et Joseph Goebbels comme chancelier du Reich. Dans la seconde partie, il donnait des instructions concernant ses biens personnels, y compris le don d'une partie de sa collection d'art au futur musée de Linz, un projet qu'il nourrissait depuis des années. La secrétaire écrivit tout rapidement. Hitler dictait calmement, comme s'il n'y avait aucune urgence, alors que Berlin était en ruines à l'extérieur. Lorsqu'il eut terminé, il demanda que le texte soit imprimé en plusieurs exemplaires. Il les signa ensuite de sa main ferme, bien que son état physique fût déjà visiblement affaibli. Il s'agissait des derniers mots officiels du régime nazi, un message final rédigé alors qu'il n'y avait plus ni troupes, ni alliés, ni territoire à défendre. Les copies furent distribuées. L'une fut remise à Heinz Lorenz, une autre à Arthur Axmann, et la troisième resta entre les mains du colonel Wilhelm Zander. Tous 3 avaient pour mission de sortir du bunker et de transmettre les documents aux nouveaux dirigeants ou, à défaut, aux autorités alliées. Ils quittèrent les lieux déguisés, empruntant des routes secondaires et parvinrent à éviter les contrôles. Chacun cacha sa copie dans un endroit différent. Pendant des mois, on ignora si ces feuilles avaient survécu à la chute du Troisième Reich. En décembre 1945, les autorités britanniques capturèrent Zander dans le sud de l'Allemagne. Ils découvrirent, parmi ses effets, une valise contenant des papiers. En les examinant, ils réalisèrent qu'ils avaient entre les mains le testament de Hitler.
Le document fut rapidement transporté à Londres, où des spécialistes l'authentifièrent. L'écriture, les sceaux, la formulation, tout concordait. Il était authentique. Cette même année, les Britanniques décidèrent de le rendre public. Ils le remirent à la presse internationale et il fut publié dans plusieurs journaux. Son contenu provoqua un choc. C'était la première fois que le monde lisait, directement, les derniers mots du dictateur. Bien que cela ne changeât rien à l'issue de la guerre, cela permit de mieux comprendre sa pensée jusqu'au bout. Il n'y exprimait aucun regret, ni doute, ni remise en question. Il répétait simplement les mêmes idées qu'auparavant. Après sa publication, le document fut placé sous garde militaire. Il resta un temps archivé à Londres, dans un service de documentation du ministère de la Défense. Il fut ensuite transféré aux Archives nationales britanniques, où il fut catalogué comme preuve historique. La copie originale en possession de Zander fut conservée dans une pochette spéciale, à l'abri de toute détérioration. 2 autres copies furent également retrouvées, celle de Lawrence et celle d'Axmann, bien que dans un état moins bon. Des années plus tard, une copie dactylographiée fut transférée aux archives des procès de Nuremberg. Elle y fut présentée comme élément illustrant la structure du régime nazi. Elle ne fut pas utilisée directement comme preuve contre les accusés, mais elle servit de contexte politique pour montrer que Hitler n'avait pas délégué le pouvoir de manière démocratique, mais avait préparé un plan de succession pour ses collaborateurs les plus proches. Dans le document, Hitler ne mentionnait pas Eva Braun, bien qu'il se soit marié quelques heures avant sa rédaction. Il ne parlait pas non plus du génocide, ni des campagnes militaires qui s'étaient soldées par des défaites. Il ne parlait que de fidélité, de lutte, de trahison et de la nécessité de poursuivre son héritage. Dans son testament personnel, il donnait en revanche des instructions sur ses biens privés. Il ne voulait pas que ses possessions les plus précieuses tombent entre les mains de ses ennemis. Il demandait que ses restes et ceux d'Eva Braun soient brûlés, et que certains objets soient remis à sa famille ou à ses proches collaborateurs. Malgré ses souhaits, la majorité de ses biens furent saisis par les forces alliées. Le musée de Linz ne vit jamais le jour. Sa résidence fut détruite. Ses œuvres d'art furent reprises par l'armée américaine, qui les transféra dans des dépôts spécialisés. Ses comptes bancaires furent gelés. La seule chose qui fut préservée dans son intégralité fut le document qu'il signa lors de sa dernière nuit en vie. Aujourd'hui, le testament de Hitler est conservé dans 3 archives différentes. La copie de Zander se trouve aux Archives nationales du Royaume-Uni. Celle de Lawrence fut remise à une fondation allemande. Celle d'Axmann est conservée dans les archives de l'armée américaine. Toutes sont sécurisées, numérisées, protégées et accessibles à la recherche, bien qu'elles ne soient pas toujours exposées. Le document a été reproduit dans des livres, des documentaires et des études historiques. Ce n'est pas une curiosité, mais un élément qui permet de refermer le cercle du pouvoir nazi. Rédigé à un moment où tout était perdu, le testament ne cherche ni réconciliation ni explication. C'est une réaffirmation finale de son idéologie, sans nuance. Un texte froid, sans émotion, rédigé comme s'il dirigeait encore un État qui n'existait déjà plus. Pour les historiens, cet objet est essentiel, non seulement pour sa valeur documentaire, mais parce qu'il reflète l'état d'esprit avec lequel Hitler affronta ses dernières heures. Il ne se rendit pas, n'admit aucune erreur, ne changea pas son discours. Il mourut en répétant ce qu'il avait toujours dit, et il laissa par écrit cette même ligne, avec les mêmes ennemis, les mêmes idées et les mêmes instructions. Ce papier a survécu aux bombardements, aux fuites, aux pillages et au passage du temps. C'est l'un des rares objets personnels qui reflètent exactement la façon dont Hitler voulait être rappelé. C'est pourquoi sa valeur ne réside pas dans le papier ni dans la signature, mais dans la confirmation qu'il n'en changea pas un mot jusqu'au dernier instant. La petite brosse avec laquelle Hitler entretenait sa moustache. Même si cela peut sembler un détail anodin, cet objet représente l'un des traits visuels les plus reconnaissables du dictateur. Sa moustache courte, taillée en un mince rectangle au-dessus de la lèvre, faisait partie intégrante de son image pendant des décennies. Et cette brosse, retrouvée parmi ses affaires au Berghof par des soldats américains, faisait partie de sa routine quotidienne de toilette. La brosse était simple, faite de matériaux courants pour l'époque. Le manche était en bois poli, légèrement assombri par l'usage. Les poils, disposés en lignes étroites, étaient en soie de sanglier. Elle ne portait ni marque de fabricant, ni décor, ni personnalisation.
Contrairement à d'autres objets de Hitler, comme sa vaisselle gravée de ses initiales ou ses stylos de luxe, cet article ne montrait aucune ostentation. Il était fonctionnel, direct et discret. Toutefois, il était conservé dans une boîte en cuir marron, aux côtés d'autres ustensiles d'hygiène, ce qui indique qu'il faisait partie d'un nécessaire utilisé fréquemment. Les membres du cercle proche de Hitler ont souvent commenté son obsession pour son apparence. Bien qu'il évitât le maquillage ou les parfums voyants, il était très strict quant à sa coiffure et à sa moustache. Il suivait une routine de soins personnels presque invariable. Chaque matin, après le petit déjeuner, il passait plusieurs minutes devant le miroir, ajustant chaque détail. La moustache nécessitait une attention particulière. Il utilisait de petits ciseaux pour la tailler, puis la brosse pour lui donner forme. D'après les témoignages de ses assistants personnels, comme Heinz Ling, Hitler était extrêmement méticuleux. Il ne laissait personne toucher à sa brosse. Il la rangeait lui-même dans un tiroir fermé à clé et la nettoyait régulièrement. Il n'était pas rare de le voir frotter les poils avec un chiffon sec après usage. Il possédait plusieurs copies identiques, mais utilisait toujours la même, sauf en déplacement, où il emportait une version de voyage enveloppée dans un tissu. La brosse fut récupérée par un officier américain en mai 1945. Elle faisait partie du butin ramassé au Berghof avant que le complexe ne soit pillé puis incendié. Le militaire l'a pris sans savoir exactement de quoi il s'agissait, pensant qu'il s'agissait d'une brosse à barbe ou à cheveux. Des années plus tard, en la comparant avec des photos de Hitler utilisant ces articles de toilette, son usage spécifique pour la moustache fut confirmé. L'objet changea plusieurs fois de main avant de finir dans une collection privée au Texas. Bien que petite, la brosse représente un symbole d'identité. La moustache de Hitler a été objet de satire, de propagande, d'imitation et d'analyse. Mais son entretien était quelque chose que lui prenait très au sérieux. Il ne la laissait jamais pousser au-delà de quelques millimètres. La forme exacte qu'il utilisait, connue en anglais sous le nom de toothbrush moustache, avait été populaire avant la guerre, mais finit par être presque exclusivement associée à lui. Charlie Chaplin l'avait utilisée sur un ton humoristique avant de la rejeter ouvertement. Beaucoup d'acteurs ont refusé de la porter en raison de ce qu'elle évoque. Les études sur l'esthétique du nazisme ont également souligné à quel point l'image physique de Hitler, y compris sa moustache, avait été soigneusement construite pour projeter une combinaison d'autorité, de simplicité et de rigidité. Rien n'était spontané. Chaque détail visuel était pensé pour renforcer sa figure de chef. La brosse, donc, faisait partie de cette construction. Ce n'était pas qu'un article d'usage personnel, c'était un outil d'image. Le collectionneur qui la possède actuellement a autorisé son étude par des spécialistes des objets du Troisième Reich. Il a été confirmé que le type de bois et la forme des poils correspondaient aux articles de toilette allemands des années 30 et 40. Une analyse de l'usure a également révélé une utilisation prolongée. Il n'y avait pas de marque permettant de confirmer à 100% qu'elle avait appartenu à Hitler, mais sa provenance directe du Berghof et la concordance avec les photos du dictateur la soutiennent fortement. La brosse a brièvement été proposée aux enchères en 2003, mais fut retirée après des pressions de groupes opposés à la commercialisation d'objets liés au nazisme. Depuis, elle est conservée dans un cadre privé, hors d'exposition publique. Des photographies ont été prises et son état a été documenté. Le propriétaire actuel n'a pas exprimé l'intention de la vendre et n'a autorisé son accès qu'à des historiens à des fins académiques. Contrairement à d'autres objets tels que les armes, les uniformes ou les documents officiels, cette brosse n'a ni usage militaire ni rôle politique direct. La petite brosse avec laquelle Hitler entretenait sa moustache. Même si cela peut sembler un détail anodin, cet objet représente l'un des traits visuels les plus reconnaissables du dictateur. Sa moustache courte, taillée en un mince rectangle au-dessus de la lèvre, faisait partie intégrante de son image pendant des décennies. Et cette brosse, retrouvée parmi ses affaires au Berghof par des soldats américains, faisait partie de sa routine quotidienne de toilette. La brosse était simple, faite de matériaux courants pour l'époque. Le manche était en bois poli, légèrement assombri par l'usage. Les poils, disposés en lignes étroites, étaient en soie de sanglier. Elle ne portait ni marque de fabricant, ni décor, ni personnalisation. Contrairement à d'autres objets de Hitler, comme sa vaisselle gravée de ses initiales ou ses stylos de luxe, cet article ne montrait aucune ostentation. Il était fonctionnel, direct et discret. Toutefois, il était conservé dans une boîte en cuir marron,
aux côtés d'autres ustensiles d'hygiène, ce qui indique qu'il faisait partie d'un nécessaire utilisé fréquemment. Les membres du cercle proche de Hitler ont souvent commenté la médaille dorée du putsch manqué de 1923. Après l'échec du coup d'État à Munich en novembre 1923, connu sous le nom de putsch de la brasserie, le régime nazi trouva un moyen de transformer cette défaite en symbole de fierté. En 1934, une décennie après les faits, Hitler décida de créer une médaille commémorative pour honorer ceux qui avaient participé à cette tentative de prise de pouvoir. Cet objet, fabriqué en métal doré avec des détails soignés, prit une place particulière dans le culte du parti. La médaille fut remise personnellement par Hitler à un petit groupe de personnes. Seuls ceux qui avaient pris part au putsch de 1923 et étaient restés fidèles au parti dans les années suivantes purent la recevoir. Au total, environ 1500 personnes furent décorées. L'attribution n'était pas automatique. Chaque cas était examiné et seuls ceux qui remplissaient certains critères recevaient la distinction. Le design fut conçu avec soin pour représenter les valeurs du parti et l'importance de l'événement. La pièce avait une forme ovale, mesurait 38 sur 33 mm et pesait 19 grammes. Sur l'avers, elle montrait un casque militaire en relief, posé sur une couronne de feuilles de chêne. En dessous figurait la date 9 novembre 1923. Au revers, une grande croix gammée dominait l'espace. Y figuraient les noms des martyrs du putsch, notamment les 16 morts qui devinrent des symboles du mouvement. En bas, on pouvait lire la phrase « Und ihr habt doch gesiegt » et pourtant, vous avez vaincu. Chaque médaille était accompagnée d'un certificat signé par Hitler. Ce document officialisait l'attribution et détaillait la raison de la reconnaissance. Ce n'était pas une médaille ordinaire. Au sein du parti, elle était considérée comme une distinction de haut rang. Ceux qui la portaient étaient vus comme des membres fondateurs du mouvement, des personnes présentes dès le début. On les appelait respectueusement les anciens combattants du parti. L'usage de la médaille obéissait également à des règles strictes. Elle ne pouvait être portée que lors de certains événements officiels du parti, comme les commémorations annuelles du putsch à Munich. Elle devait être placée sur le côté gauche de la poitrine, au-dessus des autres insignes. Il était interdit à toute personne non autorisée de porter une copie. C'était un symbole d'identité interne, qui marquait les hiérarchies au sein du parti nazi. Un des aspects les plus curieux de cette médaille était sa fabrication. Bien qu'elle semblât en or, elle était en réalité faite d'un alliage doré avec une finition vieillie. Cela lui donnait un aspect ancien et solennel. Elle fut produite par l'entreprise Deschler et Fils, située à Munich, qui fabriqua de nombreuses autres décorations du Troisième Reich. Chaque exemplaire était numéroté et enregistré pour éviter les contrefaçons ou les usages abusifs. Avec le temps, la médaille devint un objet de culte au sein du parti. Ses porteurs étaient invités à des cérémonies spéciales et bénéficiaient de certains privilèges dans la hiérarchie du régime. On parlait d'eux comme d'une forme d'élite du nazisme. Posséder cette médaille signifiait avoir appartenu au noyau dur du mouvement dès ses débuts. À la fin de la guerre, beaucoup de ces médailles disparurent. Certaines furent enterrées par leurs propriétaires, d'autres perdues lors des bombardements ou des évacuations. Certains les détruisirent pour ne pas être identifiés comme anciens membres du parti nazi. Cependant, plusieurs exemplaires ont survécu. Certains furent retrouvés par les soldats alliés en 1945, parmi les décombres des bâtiments officiels ou dans les effets personnels de hauts dirigeants capturés. Avec le temps, la médaille du putsch devint un objet recherché par les collectionneurs de souvenirs militaires. Elle apparut dans des ventes aux enchères privées, chez des marchands spécialisés et dans des collections particulières. L'un des exemplaires les mieux conservés se trouve aujourd'hui à l'Imperial War Museum de Londres. Il fut donné par un vétéran britannique qui l'avait récupéré en 1945 en entrant dans un bâtiment du parti en Bavière. La pièce fut authentifiée et fait désormais partie d'une exposition permanente sur la propagande et les symboles du régime nazi. Un autre exemplaire fut retrouvé en Autriche, dans une ferme abandonnée près de Linz. Il fut découvert par un agriculteur alors qu'il faisait des réparations dans une étable. L'objet se trouvait dans une boîte métallique, aux côtés d'autres documents du parti. Après vérification par les autorités locales, son authenticité fut confirmée. Il fut ensuite confié à un musée régional pour conservation. Aujourd'hui, la médaille du putsch manqué de Munich continue de susciter le débat.
Certains la considèrent comme un objet historique qui permet de comprendre comment le régime a construit sa propre narration. D'autres la voient comme un symbole de fanatisme qui ne devrait pas être exposé. Quelle que soit la position adoptée, il est indéniable que cet objet résume une étape clé de l'histoire allemande, le passage d'un petit mouvement marginal à une dictature totalitaire. L'objet ne représente plus la loyauté ni la reconnaissance. Il fait désormais partie des archives matérielles d'une époque marquée par l'extrémisme. Son existence permet de reconstituer l'histoire à partir du tangible, de ce qui restait entre les mains, sur les uniformes et dans les poches de ceux qui faisaient partie du régime. En ce sens, plus qu'une récompense, la médaille du putsch est devenue un témoin silencieux d'une ambition politique qui s'est achevée dans la ruine. Au fil du temps, de nombreux objets ayant appartenu à Hitler sont sortis du cercle fermé du pouvoir. Chacun d'eux fut un témoin silencieux d'une époque qui a marqué des millions de vies. D'une simple boîte d'aquarelle au téléphone utilisée lors de ces derniers jours, tous ces articles furent retrouvés dans des bunkers, des bureaux, des résidences et des zones dévastées après la chute du régime. Aucun de ces objets n'avait été conçu pour durer au-delà du Troisième Reich, mais certains ont survécu par hasard, par pillage ou par la volonté de ceux qui les découvrirent. Beaucoup furent cachés, vendus, offerts ou conservés secrètement. Aujourd'hui, une grande partie d'entre eux se trouvent dans des musées, des collections privées ou des archives officielles, où ils ne représentent plus ni pouvoir ni autorité, mais des preuves matérielles d'une dictature effondrée de l'intérieur. Chaque pièce récupérée ne parle pas d'idéaux ni d'idéologie, mais de contrôle, d'ambition et de propagande. Ce parcours à travers ce qui fut laissé derrière ne cherche ni admiration ni condamnation. Il dévoile simplement, avec des faits et sans interprétation, ce qu'il advint réellement des effets personnels du dictateur après la guerre.